Après avoir étudié la semaine passée le rationalisme, nous allons aborder aujourd'hui un nouveau sujet qui est en lien immédiat avec le cartésianisme dans la mesure où il réagit face à ce courant qui se développe essentiellement au XVIIe siècle. Le sujet de cette petite conférence portera sur l'empirisme dans les îles britanniques au XVIIe et XVIIIe siècle. Il me faut d'abord expliciter le titre lui-même. Pourquoi les îles britanniques et pourquoi pas l'Angleterre ou la Grande-Bretagne? J'ai souhaité tout simplement être précis sur le plan géographique. Les trois philosophes dont il sera question ici sont, pour le XVIIe siècle, John Locke, qui est un Anglais. Ensuite, pour le XVIIIe siècle, George Berkeley, qui est né en Irlande et qui a fait ses études à Dublin. Et enfin, le dernier, et sans doute le plus célèbre, David Hume, qui lui est né et a fait ses études à Édimbourg, où l'on trouve d'ailleurs sa statue qui est vénérée par les étudiants et qui fait l'objet de nombreuses photographies par les touristes. Il est à proximité d'ailleurs, sauf erreur de ma part, mais enfin il y a un petit temps que je n'ai plus été à Édimbourg, à proximité de la statue d'Adam Smith. Donc voilà pour la justification géographique. Donc il ne sera pas question ici, par définition, des philosophes qui sont des empiristes, mais qui ne sont pas des ressortissants donc des îles britanniques, par exemple Condillac. Nous avions abordé avec le rationalisme, et d'ailleurs je dirais c'est un problème récurrent chez les philosophes, le problème de l'origine des idées. Les empiristes vont résoudre ce problème d'une manière très différente de Descartes et de ses successeurs comme Spinoza, Malebranche ou Leibniz. Les empiristes s'intéressent au comment et non pas au pourquoi, parce que celui-ci est, à leurs yeux, inatteignable. Le plan de mon exposé suivra tout simplement le fil de cette pensée empiriste à partir des trois auteurs que j'ai cités il y a quelques instants, et l'on va voir justement ce que chacun a apporté dans la démarche qui est celle des empiristes, et en quoi certains ont une position plus radicale que d'autres. Par exemple, si l'on prend Berkeley, qui est sans doute, à mes yeux en tout cas, le plus radical des trois, on va voir dans quelle mesure il se situe à une certaine distance, bien qu'appartenant au même courant que John Locke, qui est au fond un empiriste rationaliste. Ce qui est curieux, c'est que George Berkeley se situe chronologiquement entre Locke et Hume, et c'est pourtant celui qui est peut-être le plus radical. Je commence donc tout à fait logiquement par John Locke, qui vit en plein dans le XVIIe siècle. Il est né en 1632 et est décédé en 1704. Il est peut-être plus connu pour ses travaux de sciences politiques et pour son traité du gouvernement civil qu'il publie en 1690, donc juste après la fameuse glorieuse révolution qui a chassé
du trône d'Angleterre Jacques II, et qui a mis sur le trône donc Guillaume III d'Orange et sa femme qui va co-régner avec lui et qui est la reine Mary. Marie II en fait, hein, puisqu'il y avait une première Mary au XVIe siècle, Marie la sanglante, Bloody Mary, qui était la fille d'Henri VIII. Voici donc la traduction française de ce livre. En fait, c'est traité du gouvernement civil. En anglais, en fait, c'est Two Treaties on Civil Government. John Locke, donc, vit au XVIIe siècle. Il est le contemporain d'événements très importants en Angleterre, puisque entre 1640 et 1660 se produit une première révolution qui va conduire à la déposition et bientôt en 1649 à l'exécution du roi Charles Ier, qui va voir aussi ce général puritain qui est Olivier Cromwell prendre les fonctions de chef de l'État, puisqu'il sera protecteur du royaume d'Angleterre, donc à la tête de ce Commonwealth. Et il va connaître aussi la restauration donc des Stuarts en 1660, avec la montée sur le trône du fils de Charles Ier, Charles II, et puis la succession en 1685 de son frère, donc de Charles II, donc Jacques II, qui lui aura une politique qui le conduira à se faire détester des Britanniques et à l'arrivée d'un système constitutionnel et parlementaire qui est toujours celui du Royaume-Uni aujourd'hui. Donc voilà pour le cadre. John Locke lui-même est un médecin. Il est l'auteur d'un ouvrage, de plusieurs ouvrages bien entendu, mais je n'en citerai qu'un ici, à savoir son essai sur l'entendement humain qui date de 1690, sur lequel je vais me pencher plus particulièrement. Alors quel est le système de John Locke? Il n'est pas indifférent, bien entendu, dans la mesure où je vous ai dit en introduction que c'est un empiriste rationaliste, de voir quelle était la position des rationalistes, tout d'abord Descartes, qui vit avant lui, puisqu'il décède en 1650, et qui publie en 1641 des méditations philosophiques en latin, et puis on verra quelle est la position de Leibniz, qui en 1703 va publier, en tout cas va pas publier, va rédiger un ouvrage qui est une réponse, une réaction par rapport à l'essai sur l'entendement humain de Locke, qui sont les nouveaux essais sur l'entendement humain. D'ailleurs, en couverture, ici, vous avez John Locke et à droite Leibniz, qui est un Allemand, lui. Cet ouvrage va être rédigé en 1703, mais publié beaucoup plus tard, en 1765. Je reviendrai sur Leibniz après avoir lu, donc, dans un premier temps, quel est un extrait tiré des méditations métaphysiques de Descartes, donc Meditationes de Prima Philosophia. C'est dans la traduction du duc de Luynes, qui était donc un conseiller ministre de Louis XIII, donc ça a été traduit très rapidement en français, et cet ouvrage a été édité récemment donc dans la librairie philosophique Vrin. Donc Vrin, c'est le grand éditeur
d'ouvrage de philosophie qui est situé place de la Sorbonne, donc à proximité immédiate de la statue d'Auguste Comte. Alors, je lis cet extrait qui est connu de la seconde méditation, puisqu'il y a 6 méditations dans cet ouvrage. Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche. Il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli. Sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes, il est dur, il est froid, on le touche, et si vous le frappez, il rendra quelques sons. Donc oui, je ne vous ai pas dit, c'est une édition bilingue. Sur la page de gauche, vous avez donc la traduction française, et sur la page de droite, vous avez le texte latin. Donc pour la dernière phrase que je viens de lire, donc vous allez voir, c'est un latin que tout le monde peut comprendre, eius color figura magnitudo manifesta sunt. Dura est, frigida est, facile tangitur, ac si articulo ferias emitet sonum. Enfin, toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Volontairement, je ne vous lis que le début de l'extrait, parce que la démonstration fait 1, 2, 3... 3 pages et demie, mais enfin en petits caractères. Donc c'est très long, je ne vais pas vous lire tout ça, mais l'idée centrale de Descartes, c'est que la cire, c'est une substance qui peut se transformer. Elle peut, suivant son état froid ou chaud, sentir plus ou moins, elle peut changer de couleur. Mais il y a une chose, en tout cas, que l'on peut mettre en doute, c'est qu'elle a une étendue, c'est-à-dire qu'elle est situable dans l'espace. Et cette idée d'espace, c'est quelque chose qui est en a priori. Autrement dit, la pensée est première. C'est-à-dire que il y a une structure mentale dans votre esprit qui fait que vous avez l'idée d'espace. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est donné, donc vous l'avez préalablement. C'est une catégorie d'esprit, autrement dit. Or, John Locke, dans sa méthode, considère que tout est le résultat d'une expérience. Les idées, pour lui, l'ensemble des idées, c'est l'ensemble du contenu de la conscience. Par conséquent, il imagine l'esprit comme une surface plane, une surface vide, une page vierge, ce qu'il appelle une tabula rasa, donc vous comprenez bien, une tablette rase, donc ça veut dire qu'il n'y a rien a priori, et les idées, en fait, résultent d'impressions, donc qui vont, par définition, se placer, se creuser leur place, s'imprimer dans cette tablette, mais il n'y a pas a priori un mécanisme dans votre esprit qui va faire que vous allez reconnaître les objets que vous allez rencontrer. Non, c'est la perception de ces objets qui va les imprimer sous forme d'images dans votre tête. Il y a pour lui deux catégories d'idées. Il y a d'une part des idées simples et d'autre part des idées complexes. Les idées simples tout d'abord. Elles se subdivisent elles-mêmes en deux sortes. Les idées simples, première catégorie,
ce sont des idées qui résultent de nos sensations. Ce sont nos sensations elles-mêmes. Il y a, à côté de ces sensations, d'autres idées simples qui résultent de la réflexion. Mais attendons bien, la réflexion, ce n'est pas à proprement parler la pensée. Ce sont, à l'inverse des sensations qui résultent d'un rapport avec l'extérieur, je pense aux cinq sens ici, ou plutôt Locke pense aux cinq sens, donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, j'en ai oublié un, le goût. Il y a des sensations qui sont internes dans votre esprit. Ces sensations, c'est, vous avez la sensation de connaître, vous avez la sensation de comprendre. Tout cela, ce sont des sensations. Ce ne sont pas des facultés a priori que votre esprit possède. Autrement dit, pour Locke, il n'y a pas d'idée innée, qui était la grande idée des rationalistes et de Descartes plus particulièrement. Donc il n'y a pas d'idée innée, tout est acquis. Vous savez que en psychologie et en pédagogie, ce concept, cette opposition entre ces deux catégories est essentielle. Qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis? Ça conduit d'ailleurs à de nombreux débats. Et d'ailleurs, cela explique pourquoi les empiristes sont particulièrement sensibles aux problèmes de l'éducation, et plus tard d'ailleurs, au XVIIIe siècle, je dis plus tard par rapport à Locke, mais ce n'est pas beaucoup plus tard par rapport à Condillac, et je dirais même que c'est contemporain pour David Hume, qui est mort en 1776, c'est-à-dire 2 ans avant Rousseau lui-même, qui va publier un fameux Émile ou de l'éducation. Donc cette idée d'idée acquise est évidemment quelque chose d'essentiel et qui s'oppose justement à ce principe qu'il y a des idées que Dieu, puisque chez Descartes c'est Dieu qui est le garant en fait de notre système de pensée, que Dieu aurait mis a priori, et que donc notre esprit, pour un certain nombre de choses, est le réceptacle, oui, mais un réceptacle possédant un certain nombre de cases, de pièces. Donc ce n'est pas une maison vide, il y a déjà des murs à l'intérieur de cette maison. Donc, je répète, il y a des idées simples, soit elles viennent de l'extérieur, ce sont les sensations, soit elles viennent de l'intérieur et participent de la réflexion. Elles peuvent d'ailleurs, ces idées simples, être partiellement combinées, parce que quand vous pensez à la réflexion, il y a déjà une combinaison. Mais aux yeux de John Locke, l'idée de combinaison s'attache plus particulièrement aux idées complexes. Ces idées complexes, elles aussi, et ce n'est pas une manie chez John Locke comme on pourrait l'imaginer, mais le souci des empiristes est d'abord de décrire et de classifier. C'est un phénomène, plutôt une attitude de l'esprit qui remonte bien loin, hein. Pensons à Aristote qui a passé une partie essentielle, qui a consacré une partie essentielle de ses traités à établir justement des catégories en observant le monde dans tous ses aspects, qu'il s'agisse de la vie sur Terre, des minéraux, des différentes
des différents modes de gouvernement des cités, puisqu'il a inventé, si je puis dire, la biologie, la zoologie, la science politique. De quoi ne s'est-il pas occupé, puisque c'était un savant universel? Mais il a passé beaucoup de temps, Aristote, à classifier. Eh bien, donc, l'attitude première des empiristes est de décrire, en analysant d'abord, c'est-à-dire en coupant en petits morceaux, les plus petits morceaux possibles, l'organisation de notre esprit pour essayer de comprendre le mécanisme, c'est-à-dire le comment, mais de nouveau, les empiristes ne cherchent pas le pourquoi. D'ailleurs, ils sont bien incapables, et ils l'expliquent, d'arriver au pourquoi. Ce n'est pas leur objectif, et de toute façon, c'est la conclusion qu'ils tirent, c'est qu'on peut accéder au comment, mais on ne peut pas accéder au pourquoi. Ils sont en cela, je dirais, d'une certaine manière, dans la lignée de Francis Bacon, à propos duquel j'ai consacré un autre exposé. Mais je reviendrai sur Bacon et son Novum Organum qui date de 1620, dans un exposé ultérieur. Alors, deux catégories d'idées complexes. Ce qu'il appelle idées complexes, ce sont donc des combinaisons de plusieurs idées. Alors, il subdivise ces idées complexes en deux catégories. Ce qu'il appelle d'une part les substances et d'autre part ce qu'il appelle les modes. Alors, les substances, c'est ce qui les substances peuvent subsister par elles-mêmes. En revanche, les modes ne peuvent subsister par eux-mêmes. Ce sont des états des substances, des modes véritablement. Alors, les modes ne sont pas seulement des choses, des objets concrets, les modes peuvent aussi être des idées abstraites, bien que le mot abstrait, évidemment, chez les empiristes, est un mot qui peut paraître un petit peu bizarre et inapproprié, mais c'est bien de cela dont il s'agit, en tout cas chez John Locke. Si vous prenez le cas d'un homicide, c'est une idée complexe parce que vous avez deux idées là-dedans et vous avez une modalité. Dans le cas de l'homicide, vous avez deux idées. Vous avez l'idée d'homme et vous avez l'idée de tuer. Littéralement, étymologiquement, c'est bien ce que ça veut dire. Hein? Maintenant, si vous prenez l'idée de meurtre, vous avez encore un élément supplémentaire qui s'ajoute. Vous avez l'idée d'homme, vous avez l'idée de tuer, mais vous avez un troisième élément qui est l'idée d'un acte volontaire. Donc vous voyez que ce qu'il entend par idée complexe et plus particulièrement mode, c'est bien en fait une combinaison entre plusieurs idées, en l'occurrence 3 ici. Passons maintenant... Ah oui, mais je ne vous ai toujours pas lu le passage de Leibniz, c'est le moment ou jamais. Alors, chez Leibniz, on a... Donc je vous rappelle que son livre est rédigé une première fois en 1703, mais qu'il n'est publié qu'en 1765. Cet ouvrage a été publié en latin, l'ouvrage de John Locke, les ouvrages de John Locke sont publiés en anglais, donc on est à une période 17e ou 18e siècle où les philosophes écrivent soit dans une langue vernaculaire, la langue de leur pays, soit écrivent en latin, qui est la langue des intellectuels. C'est une période intermédiaire. D'ailleurs, Descartes lui-même, en 1637, publie son discours de la méthode en français, mais on a vu que ces méditations sont publiées en latin. Newton publie en latin, mais on va voir tout à l'heure que Kant publie en allemand.
Donc vous voyez, c'est une période intermédiaire. Par la suite, les philosophes publieront dans leur propre langue. Sauf pour des défenses de thèse, mais pour le reste, ils publient en essayant, avec pour but, d'être lus, bien entendu. Donc ça doit être intelligible, audible, par au moins les intellectuels, parce que le latin commence à se perdre dans son usage courant. Alors Leibniz, esprit universel s'il en est, allemand, qui fut entre autres choses bibliothécaire à Braunschweig, en Allemagne. L'Allemagne qui à l'époque était divisée en de multiples États. Et voilà ce qu'il dit. On va retrouver cette idée de la cire. Voilà. Chez Locke, on a bien compris que il y a une différence essentielle avec Descartes, puisque chez Descartes, effectivement, la cire peut se transformer, mais il y a une chose qui ne vient pas de l'extérieur, c'est le fait que l'on puisse penser la cire. Je ne dis pas penser à la cire, c'est qu'on puisse penser la cire. Et qu'il y a cette idée d'étendue essentielle chez Descartes. Alors que chez Locke, non, il y a impression, si je puis dire, dans la cire, pour reprendre le cas de Descartes, et que donc, il s'agit de quelque chose qui vient de l'extérieur, mais que l'essentiel, c'est surtout que l'idée n'est rien d'autre qu'une sensation, une réflexion, une combinaison de plusieurs éléments. Alors, voilà ce que dit Leibniz. Alors, je me sers de la comparaison d'une pierre de marbre qui a des veines, plutôt que d'une pierre de marbre toute unie ou des tablettes vides, c'est-à-dire de ce qui s'appelle tabula rasa chez les philosophes. On a vu ce concept tout à l'heure. Car si l'âme ressemblait à ces tablettes vides, les vérités seraient en nous, comme la figure d'Hercule est dans un marbre, quand ce marbre est tout à fait différent à recevoir ou cette figure ou quelque autre. Mais s'il y avait des veines dans la pierre qui marquassent la figure d'Hercule préférablement à d'autres figures, cette pierre y serait plus déterminée et Hercule y serait comme inné, en quelque façon. Inné, retenez bien ce qualificatif. Quoiqu'il faudrait du travail pour découvrir ces veines et pour les nettoyer par la polissure en retranchant ce qui les empêche de paraître. Et c'est ainsi que les idées et les vérités nous sont innées, donc je pose ici donc, à Locke, pour lesquelles les idées sont acquises, comme des inclinations, des dispositions, des habitudes ou des virtualités naturelles, et non pas comme des actions, quoique ces virtualités soient toujours accompagnées de quelque action insensible qui y répondent. Le passage que je vous lis se trouve aux pages 36 et 37 de ce livre que je vous ai montré tout à l'heure, de cette édition, c'est-à-dire la collection Garnier-Flammarion. Tout l'ouvrage est consacré, c'est en fait une polémique, une discussion philosophique de haut niveau avec John Locke, dont l'ouvrage avait paru donc 13 ans plus tôt par rapport à la rédaction de Leibniz. Leibniz qui ne connaissait pas bien l'anglais d'ailleurs, hein, avec quelques difficultés. Et vous avez toute une démonstration qui est assez longue, mais je vous conseille plus particulièrement le livre 2, chapitre 2, où Leibniz met en scène deux personnages qui restent jusqu'à la fin du livre, c'est-à-dire Philalèthe, en fait, derrière Philalèthe, vous avez John Locke, et Théophile qui lui est Leibniz. C'est un procédé courant à cette époque-là, pensé déjà à Galilée lorsqu'il publie ses dialogues sur les deux systèmes du monde. Il y a aussi deux personnages, il y avait aussi des éléments, je dirais, de précaution. Voilà, j'ai parlé d'Erasme dans une causerie
antérieure ou derrière les personnages, de la folie par exemple. Évidemment, Erasme qui se cache, mais tout ça, c'était pour ne pas avoir de soucis avec l'Église, bien entendu. Ici, c'est pour rendre comment dirais-je, le fil de la démonstration plus agréable. Donc, c'est un échange de vues sur le problème de l'entendement tel que, d'une part, John Locke le conçoit, et d'autre part, tel que Leibniz le conçoit. Alors, voici ce que dit donc Théophile. Alors, les perceptions des idées simples, en apparence, sont composées des perceptions des parties dont ces idées sont composées, sans que l'esprit s'en aperçoive, car ces idées confuses lui paraissent simples. Et puis, il y a toute la suite, hein, bon, au chapitre 3, Philalèthe commence en disant ceci. Oui, Philalèthe, donc c'est Locke. Hein, on peut ranger maintenant les idées simples selon les moyens qui nous en donnent les perceptions, car cela se fait ou par le moyen d'un seul sens, ou par le moyen de plus d'un sens, ou par la réflexion, ou par toutes les voies de sensation, aussi bien que par la réflexion. Donc en fait, ici, Leibniz ne fait que mettre dans la bouche de Philalèthe comment dirais-je, cette taxinomie, ou c'est plutôt cette catégorisation des idées chez Locke. Ça se trouve ici à la page 100. Hein, voilà, je vais vous montrer. Voilà, mais tout l'ouvrage n'est en fait qu'une dispute, au sens médiéval du terme, une disputatio avec John Locke. Donc c'est un procédé scolastique qui est utilisé. John Berkeley, maintenant, 1684-1753. C'est un personnage qui, à la fin de sa vie, deviendra évêque. Par la suite, il n'y eut plus de hauts dignitaires de l'Église, d'ailleurs, qui seront des philosophes. Donc c'est le dernier. Il est l'auteur de plusieurs livres. Je ne vous citerai que celui que je vais analyser avec vous ici. Il s'agit des 3 dialogues entre Hylas et Philonous. C'est un ouvrage qui date de 1713. Alors, derrière ces 2 personnages, vous voyez, il s'agit de nouveau de dialogues. Derrière Hylas, vous avez un personnage qui est le partisan de la matière objective. Hylé en grec, hylé plutôt en grec, ça veut dire la matière. Et Philonous, lui, littéralement, ça veut dire l'ami de l'esprit. Il représente la position donc de George Berkeley. Oui, Philos, vous savez que c'est l'ami, et nous, c'est la connaissance, ici en l'occurrence plus précisément l'esprit. Quel est son système à George Berkeley? Pour lui, le réel, ce ne sont pas les choses. Donc les choses ne sont pas réelles. Mais ce qui est réel, ce sont les idées perçues. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était plus radical que John Locke, même s'il est d'accord évidemment avec l'essentiel. La matière n'est pas une substance, mais la matière n'est qu'un mot. Alors là, on voit que pointe l'idée de nominalisme, ça renvoie au bas Moyen-Âge avec Guillaume d'Occam, à cette opposition entre les réalistes et les nominalistes. Et pour, comment dirais-je, Berkeley, on ne peut appréhender les choses uniquement comme phénomènes. Ah, alors là, c'est une idée qui va faire son chemin, uniquement comme phénomène. Et d'ailleurs, Emmanuel Kant va considérer très attentivement cette idée, vous connaissez l'opposition entre phénomène et noumène, ou plus exactement, je vous en parlerai plus tard. Et on va, alors, Emmanuel Kant, qui vit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais c'est un problème qui va, évidemment, alimenter ce courant qui naît à la fin du XIXe siècle et connaîtra toute son ampleur
au XXe siècle et qui aura pour chef de file Edmund Husserl. Donc, en fait, nous n'avons accès qu'au phénomène. Nous n'avons pas accès, après Berkeley, à l'être des choses. Nous n'avons accès qu'à des étangs, autrement dit. L'être nous est inaccessible. L'être en tant qu'être, mais plus particulièrement l'être de l'objet qu'on a devant nous. En fait, la seule chose qui est réelle, c'est la perception que nous en avons. Ce n'est pas la chose elle-même. C'est nous qui chosifions ou réifions les objets en leur donnant un contenu, enfin plutôt en leur donnant une explication qui est de l'ordre de la réalité. Si j'utilise ici le terme de réification, c'est parce qu'il a la même étymologie que le mot réel. Ce qui est réel, dans les deux cas, ça vient du mot res, qui en latin veut dire chose. Donc quand on parle de chosification, quand on parle de réification, quand on parle de réalisation, en fait on parle de la même chose étymologiquement parlant. Maintenant, évidemment, le mot réalisation a connu son évolution propre et nous n'utilisons plus dans ce sens-là. Mais donc il faut faire attention au sens des mots et je reviens souvent là-dessus. Les qualités que nous attribuons à une chose, à un objet, eh bien, ces qualités viennent de nous. Je ne dis pas du nous, je ne fais pas de jeu de mots ici avec l'esprit, ou avec la connaissance. Elles viennent de nous. C'est nous qui, non pas projetons, la chose n'est pas tout à fait là, mais c'est nous qui interprétons. Autrement dit, nous traduisons par l'intermédiaire de nos sens, et dès lors, nous considérons comme une réalité ce qui n'est qu'un phénomène. Justement, ce qui n'est qu'un phénomène. C'est ainsi que lorsque je suis ici dans mon bureau, j'entends du bruit dans la rue. J'entends des vrombissements. Des vrombissements, je dis bien. Des vrombissements. J'entends, je vais, moi, considérer que c'est une moto qui passe dans la rue. Mais, en fait, c'est une interprétation. Ce que je perçois, c'est un son. Je ne vois pas d'ailleurs la moto. Et quand bien même, aux yeux de Berkeley, je la verrais, cela ne signifierait pas pour autant que la chose que j'entends ou la chose que je vois est bien une moto. Je n'accède pas à la chose ou à la réalité de la chose elle-même, pour être plus précis. Donc, notre perception n'est pas un contact avec le monde matériel, mais n'est qu'une traduction. Donc, vous voyez l'intérêt de cette philosophie empiriste, c'est qu'elle, d'ailleurs, chaque courant apporte des choses, des éléments, intéressants, c'est qu'elle nous oblige à remettre peut-être la pyramide sur sa base. Et la psychologie contemporaine, je parle de la psychologie vulgaire, je ne parle pas ici des neurosciences, non, je parle de la psychologie telle qu'on l'enseigne en première année d'une école où j'enseigne moi-même, où on forme des futurs enseignants, où les questions beaucoup d'inné d'acquis, et bien cette idée, les empiristes finalement influencent fortement. Moi-même, j'ai été professeur pendant de nombreuses années à l'école de Crowley, donc qui est un lycée d'enseignement secondaire, et là très clairement, le docteur Ovid de Crowley avait été dans sa théorie et dans la pédagogie qu'il a construite, fortement influencé par exemple par Condillac, justement, et par les empiristes. Il n'y a aucun doute à cela. Je poursuis avec...
mais pourquoi ne pas lire du Kant tout de suite, hein? Je voulais en parler un petit peu plus tard, mais comme je l'ai sous la main. Oui, j'utilise ici la critique de la raison pure, donc critique der reinen Vernunft. Alors, la première édition date de 1781. Alors moi, je vais vous lire la deuxième édition, la préface de la deuxième édition, qui est beaucoup plus ample et beaucoup plus précise sur le projet d'Emmanuel Kant. Donc je vous lis cette préface, je vous lis un petit extrait qui se trouve dans l'édition Garnier-Flammarion. Vous voyez, je suis un maniaque de cette collection, mais tout simplement parce que j'ai acheté tous ces volumes quand j'étais étudiant et que c'était évidemment des éditions peu chères et qui sont en général de très bonne qualité, vous savez. Alors, si l'on admet que notre représentation des choses, telles qu'elles nous sont données, ne se règle pas sur ces objets, considérés comme choses en soi, mais que ce sont eux plutôt qui, comme phénomènes, se règlent sur notre mode de représentation, alors la contradiction disparaît. Je ne lis pas toute l'explication qui précède. Mais on voit ici que la thématique des empiristes, et plus particulièrement ici de Berkeley, est très présente et prégnante dans la préface, en tout cas dans cet extrait de la préface à la seconde édition d'Emmanuel Kant. Je voudrais aussi lire peut-être un autre extrait qui se trouve page 46. Que nous ne puissions connaître aucun objet comme chose en soi, mais seulement en tant qu'objet de l'intuition sensible, c'est-à-dire en tant que phénomène, c'est ce qui sera prouvé dans la partie analytique de la critique. Il en résultera que toute connaissance spéculative de la raison se réduit aux seuls objets de l'expérience. Quand on lit ça, on pourrait croire que c'est écrit par un empiriste. Alors justement, tout l'ouvrage porte sur la critique de Descartes. L'apport des empiristes et lui-même reconstitue un nouveau système à partir de ces lectures antérieures. Nous passons maintenant au troisième philosophe que je vous ai cité dans mon introduction et qui est David Hume, 1711-1776. Donc là, on est en plein dans le siècle des Lumières, les Lumières britanniques. Donc, The Enlightenment. Biographie. Ce parcours vraiment ce parcours qui s'attache aux anecdotes, mais retenez quand même que, et ce n'est pas une anecdote, que David Hume fut un diplomate. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, je vous en cite deux ici qui sont indispensables pour l'intelligence de sa pensée. Tout d'abord son traité de la nature humaine qui date de 1740 et d'autre part son enquête sur l'entendement humain qui date de 1748. Je vous ai dit tout ça, je crois, donc je vais remettre tout ça en place, sauf à ma part, Descartes. Oui. Alors, l'ouvrage que je viens de vous citer est écrit en anglais, 1748, je viens de le dire, et en voici la traduction dans l'éternelle collection que j'utilise le plus souvent, mais c'est aussi pour des raisons financières que je le montre pour mes étudiants. Hein. Dans la collection Vrin, il y a évidemment des éditions plus récentes qui, sur le plan critique, sont parfois même souvent plus intéressantes. Mais enfin, ici, il s'agit d'un cours d'histoire de la philosophie qui est destiné à des étudiants de première année qui ont besoin d'avoir quelques éléments de culture générale et rien de plus. Hein. Donc c'est un cours
qui n'a aucune prétention. Voilà, mais je vais peut-être commencer tout de suite par une lecture. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert tout de suite cet ouvrage, mais ça va m'aider à aborder la pensée donc de David Hume. Ici, je suis dans le chapitre, dans la section 2 qui s'intitule « Origine des idées ». Voilà donc que nous pouvons diviser toutes les perceptions d'esprit en deux classes ou espèces, qui se distinguent par leurs différents degrés de force et de vivacité. Les moins fortes et les moins vives sont communément nommées pensées ou idées. L'autre espèce n'a pas de nom dans notre langue, donc l'anglais, et dans la plupart des autres langues. Je suppose qu'il en est ainsi parce qu'il n'est pas nécessaire pour des desseins autres que philosophiques de les ranger sous une appellation ou un nom général. Usons donc de liberté et appelons-les impressions, en employant ce mot dans un sens qui diffère quelque peu du sens habituel. Par le terme impression, j'entends donc toutes nos plus vives perceptions quand nous entendons, voyons, touchons, aimons, haïssons, désirons ou voulons. Donc vous voyez ici qu'il ne fait pas appel uniquement aux cinq sens, mais il fait appel également aux émotions, aux affects, si je puis dire. Deuxième passage que je vous lis, toujours un petit peu plus loin dans le même chapitre. Tous les matériaux de la pensée sont tirés de nos sens, externes ou internes. C'est seulement leur mélange et leur composition qui dépendent de l'esprit et de la volonté. Ou, pour m'exprimer en langage philosophique, toutes nos idées ou perceptions plus faibles sont des copies de nos impressions ou perceptions plus vives. Sur la même page, alors là vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, donc les pages, ce sont les pages 64 et 65 de l'édition Garnier-Flammarion. L'idée de Dieu, en tant qu'elle signifie un être infiniment intelligent, sage et bon, naît de la réflexion sur les opérations de notre propre esprit, quand nous augmentons sans limite ses qualités de bonté et de sagesse. Nous pouvons poursuivre cette enquête aussi loin qu'il nous plaira. Nous trouverons toujours que chaque idée que nous examinons est copiée d'une impression semblable. Alors là, vous avez plein de choses tout à fait essentielles. Il y a cette fameuse classification que nous avons déjà retrouvée chez John Locke. Il y a aussi, et sur laquelle je vais d'ailleurs expliciter tout de suite, et puis alors il y a cette idée de Dieu qui pose un petit peu problème, pas chez Locke, et pas chez moi non plus, mais qui évidemment porte en germe quelques difficultés. L'expérience, donc, l'expérience de la vie, nous met face à face à des situations qui laissent des impressions. Donc je rappelle que impression, étymologiquement, ça veut dire presser dans. C'est le contraire de exprimer qui est faire sortir de. Je reviens souvent sur l'étymologie parce que ce sont des mots très simples dont on oublie le sens. Et c'est pour ça que l'étude du grec, du latin, voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, je comprends bien qu'il y a des choses qui sont devenues essentielles à notre époque, comme avoir une initiation à l'informatique et tout. Donc il ne s'agit pas de jouer au rétrograde, au passéiste, et il y a des tas d'enseignements, évidemment, qui doivent être inclus dans la formation des élèves dans le cours du secondaire. Mais c'est vrai que, bon, évidemment, comme historien des idées, pour moi, mon métier serait impossible sans la connaissance d'un certain nombre de langues. Donc, il y a ces impressions, et ce sont ces impressions qui sont à l'origine des idées. Donc les idées, elles ne sont pas là au départ, il n'y a pas au départ dans notre cerveau
je dirais, notre cerveau n'est pas l'équivalent d'une petite maison avec des cases. Non. Très clairement, les idées résultent d'impressions, c'est-à-dire de sensations externes, et d'ailleurs on rejoint ici Locke, hein, ou internes. Donc là, David Hume est dans la continuité de Locke. Il se fait que les idées peuvent être liées par association. Il y a trois types d'associations. Il y a l'association par ressemblance, il y a l'association par contiguïté, et il y a en fait l'association par lien de cause à effet, donc la causalité. Je vais vous donner des exemples concrets pour que tout un chacun puisse se rendre compte ce que David Hume met derrière ces trois types d'associations. L'association par ressemblance, c'est-à-dire l'association de deux idées par ressemblance, c'est tout simplement, voilà, je ne sais pas, moi j'essaie de réfléchir à partir d'objets de cette pièce. Il se fait que j'ai une photo de Freud au mur en face de moi. Ben, on le voit évidemment, c'est une photo de 1939. Donc on le voit, personnage âgé, il est chauve, il a sa barbe, bien entendu blanche, il a ses petites lunettes cerclées. Eh bien, en voyant cette photographie, je vais penser à ce moment-là à un autre personnage qui a les mêmes caractéristiques. Eh bien, dans ce cas-là, c'est donc bien par association, bien sûr, mais une association d'un type particulier qui est la ressemblance. D'ailleurs, on voit d'ailleurs l'usage et l'intérêt, plutôt le parti que Freud va lui-même pouvoir tirer de cette théorie associative, sauf que chez Freud, on sait que lui, il s'intéresse aux associations libres, justement, lorsque l'analysant est sur le divan, pour essayer de voir une logique entre des éléments qui apparemment n'ont pas de lien du tout, mais qui doivent en avoir puisqu'ils se succèdent dans la parole de l'analysant. Mais Hume ne va pas du tout dans ce sens-là, mais en tout cas, cette idée associative, on la retrouve déjà chez Hume. Mais sauf que chez Hume, il va montrer que tout cela est lié à, voilà, à un hasard particulier qui fait que l'on connaît quelqu'un qui ressemble à Freud. Voilà. Deuxième catégorie d'association, c'est celle de la contiguïté. Alors la contiguïté, littéralement, ça veut dire ce qui est posé à côté d'eux. Ça vient même de deux mots plus précis. Con qui vient de cum, qui veut dire avec, et tiguïté qui vient du verbe tangere en latin, tango, qui veut dire toucher. Donc être contigu, c'est quand on touche quelque chose d'autre. Eh bien, l'exemple qui vient tout de suite à l'esprit de beaucoup de gens, et moi-même je suis dans ce processus d'association au moment où j'énonce cette explication, c'est la fameuse Madeleine de Proust, hein, qui se trouve dans le premier volume de la recherche du temps perdu. Lorsque la Madeleine est mangée, c'est par Marcel, hein, il y a automatiquement toute une série de souvenirs qui n'ont rien à voir matériellement avec cette friandise, la Madeleine, mais qui évoquent le passé du narrateur. Et donc là, il y a continuité, il n'y a pas ressemblance, mais il y a continuité. Et là, on est dans la théorie des associations libres de Freud. On n'était pas pour la ressemblance, mais on l'est ici pour la contiguïté. Enfin,
l'association par rapport de cause à effet. Ben là, on peut imaginer des tas de choses. Voilà. J'essaie de trouver. Ce sont parfois les exemples les plus simples qui posent le plus de problèmes. La causalité. Ben, j'entends dans la rue un choc et inévitablement, je vais supposer qu'il y a deux corps qui se sont rencontrés. Par exemple, le mur d'une maison et une voiture. Bon, il y a une relation de cause à effet. Or, cette relation de cause à effet, Bertrand Russell, donc le célèbre logicien anglais de la première moitié du XXe siècle, va considérer, suivant cela, au fond, David Hume, mais lui, en logicien, il va jusqu'au bout du raisonnement, il prend le cas du poulet. Le poulet qui, lorsqu'il voit la main de la fermière, sait qu'il va être, enfin il sait, entendons-nous bien, c'est l'instinct, associe en tout cas la main de la fermière avec un aspect bénéfique, puisqu'il va être rassasié. Donc, la main, d'autre part, la nourriture. Un peu le chien de Pavlov, quoi. Hein. Sauf que le chien de Pavlov, c'est une déviance, enfin une déformation. Maintenant, on peut montrer, et c'est ce que Russell fait, qu'il y a un inconvénient majeur, c'est que le poulet, le jour où il verra la main de la fermière et que celle-ci va lui tordre le cou, eh bien, il n'y aura plus de relation de cause à effet. Évidemment, le processus mental intellectuel du poulet n'est pas celui de la théorisation de la relation de cause à effet, mais très clairement, il y a association. Donc il ne va pas se méfier, et à ce moment-là, on lui tord le cou, puisque c'est lui qui va être mangé, et ce n'est pas lui qui va manger comme par le passé. Le problème donc de la causalité est donc un problème que Hume aborde sans aucun détour et qui est au centre de son raisonnement. Alors pour lui, la causalité résulte de l'habitude de la consécution. Oui, de nouveau, j'explique pour mes étudiants que le mot consécution, qui n'est pas un mot fréquent mais que tout le monde comprend, qui est associé au mot conséquence, vient de nouveau de racines latines, de deux mots latins, cum qui veut dire avec, et sécution qui vient du verbe sequi, sequor, qui est un verbe déponent latin, qui veut dire suivre tout simplement. Donc c'est ce qui suit. Donc en fait, c'est une habitude et rien d'autre qu'une habitude. Il n'y a pas de logique dans les rapports de cause à effet pour Hume. S'il neige, automatiquement, on en déduit qu'il fait froid. Ou s'il gèle et qu'il pleut, inévitablement, on va penser que la pluie va se transformer en flocons de neige. Donc, aux yeux de Hume, il y a abus dans le raisonnement. C'est simplement l'habitude qui fait que, ayant vu par le passé l'eau se transformer en flocons lorsqu'il fait froid, lorsqu'il gèle, fait qu'on va en tirer une loi. Mais en fait, ce n'est pas une loi. On ne peut en tirer aucune loi. C'est simplement un phénomène qui s'est répété, qui se répète souvent, mais rien n'exclut, a priori, qu'il ne se répète pas. Il prend l'exemple du soleil. Nous savons que le soleil
se lève tous les jours. Enfin, se lève, entendons-nous bien, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc là, c'est un abus de langage, bien sûr. Mais qui nous garantit qu'un jour, il puisse... Qui nous garantit que tous les jours, il se lèvera? Oui, c'est l'habitude qui fait cela, oui. Effectivement, nous sommes dans un phénomène de croyance par rapport à des savants qui en ont tiré des lois. Mais la croyance en la vérité n'est pas un fait qui relève de la vérité, justement. C'est d'ailleurs ce que Nietzsche en tirera comme leçon plus tard, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour Nietzsche, il n'y a pas de science sans croyance en la vérité. Mais la croyance elle-même ne relève pas de la vérité, je le répète. Donc, s'il permet de voir les limites de presque tout système philosophique. Maintenant, pour David Hume, il y a deux types de vérités. Il y a les vérités de la raison et il y a les vérités des faits. Les vérités de la raison, et en cela Hume est d'accord avec Descartes et avec les rationalistes, ce sont les vérités que l'on peut déduire parce qu'il y a des règles du jeu qui sont bien établies. C'est le cas des mathématiques. Il ne le conteste pas. Donc pour lui, là, il y a bien, on peut tenir un discours de vérité, puisque la vérité c'est donc un discours, à bien distinguer de la réalité, bien sûr, tandis que, en ce qui concerne la vérité des faits, là, elle n'existe pas, parce qu'elle dépend des sens, et les sens n'ont pas de logique. Lorsque nous percevons quelque chose, lorsque nous entendons, lorsque nous voyons quelque chose, cela ne relève pas de la raison. Et donc, on ne peut pas dire qu'à partir de là, on puisse aboutir à une vérité factuelle. On peut imaginer que ce soit tout le contraire, puisque nous sommes devant un phénomène, et non pas devant un fait avéré. Autrement dit, chez les empiristes, le pourquoi restera toujours sans réponse. C'est ce que j'évoquais dans mon introduction au début de cet exposé. Les connaissances ontologiques objectives n'existent pas par conséquent. Ça veut dire quoi les connaissances ontologiques objectives? Eh bien, ontologique, c'est ce qui relève de l'être. Donc, notre connaissance sur l'être, l'être en tant qu'être, ou l'être de la chose, pour être plus modeste, objectivement, on n'y a pas accès, donc ces connaissances n'existent pas. On n'a accès qu'au phénomène. C'est le problème métaphysique de base, ontologique de base, le problème de l'être et de l'étant, qui sera le sujet évidemment de base de la réflexion de Heidegger, plus tard. Mais c'est un problème qui remonte à Platon, qui remonte à Aristote, et même plus haut finalement. Voilà. Oui, quand je dis objectif, il ne faut pas oublier que objectif, ça s'oppose à subjectif. C'est une évidence, mais je le rappelle quand même. Ce qui est objectif, étymologiquement, c'est ce qui se rapporte à l'objet, et l'objet, c'est ce qui résiste au sujet, c'est-à-dire qui est là indépendamment du sujet, ce qui va être remis en cause, bien entendu, par la suite dans la philosophie, mais c'est bien ça un objet. Objet, de nouveau un petit peu d'étymologie, ob, ça veut dire en face de, d'ailleurs j'ai utilisé le mot ce qui résiste
au sujet. Mais dans le mot obstacle, c'est encore plus clair, hein, c'est ce qui résiste, ce qui est en face de. Objet, objacere, donc c'est ce qui est couché, c'est ce qui est mis devant, en face de. Dans le mot obsession, c'est quoi une obsession? C'est c'est quelque chose, une idée qui est là constamment. Oui, dans obsession, ça vient de obsedere, c'est deo en latin qui veut dire être assis, donc quelque part non, c'est pas quelque part, c'est tout à fait clairement, une obsession, c'est quelque chose qui est assis en face du sujet. Le terme obsidional, obsessionnel, ça vient très clairement de là. Obsession, ça vient du supin, donc qui est une forme qui sert à former les temps en latin. Voilà, excusez-moi de faire souvent de l'étymologie, mais ça me paraît tellement important de comprendre le sens des mots que l'on oublie trop souvent et qui éclaire tellement ce dont on parle. Il faut constamment se réapproprier sa propre langue. Je ne vois pas comment d'ailleurs on peut faire, je l'ai dit tout à l'heure, de la philosophie, ou difficilement en tout cas, sans comprendre tout ce qu'on dit. Je dirais même que c'est la base même de la philosophie, c'est de s'approprier son propre langage. Si on ne s'approprie pas son propre langage, tout ce dont on parlera sera du vent par définition. Donc, pour revenir à mon sujet, l'induction n'entraîne pas de certitude absolue, et donc on peut parler chez Hume d'un certain scepticisme. Scepticisme sur lequel je reviendrai dans des cours ultérieurs. Conclusion maintenant. C'est quoi ou que retenir de l'empirisme? Qu'a-t-il apporté? Mais tout d'abord, l'empirisme est une démarche analytique. On a vu qu'elle décomposait en éléments les plus autonomes possibles, enfin, autonomes plus exactement, décomposés, oui, sous forme d'atomes, on peut le dire, jusqu'au point où on ne peut pas aller plus loin dans une démarche de type philosophique. Pour essayer de comprendre ce que sont que les idées. On a vu que des solutions diverses ont été apportées par John Locke, ensuite par Berkeley, et finalement par Hume. Ensuite, c'est une philosophie aussi subjective. Le sujet est mis au cœur de la philosophie empiriste. C'est le sujet qui pose le problème. Ensuite, ou je dirais d'abord, l'empirisme part de l'expérience. Et cette expérience, elle peut passer par l'essence, mais l'essence vis-à-vis de sensations externes ou internes. Les émotions, autrement dites. De nouveau, émotion, ça vient aussi de deux mots latins, qui vient de movere, qui veut dire bouger, et qui vient de ex. Donc c'est ce qui nous fait bouger hors de, c'est ce qui bouge hors de une émotion. Voilà, et qui va ressortir. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel, même si comme d'habitude ça a été très bref, de ce qu'il faut retenir sur l'empirisme. Dans d'autres cours qui viendront plus tard, j'essaierai de voir comment certains philosophes ont réagi face à l'empirisme et ce qu'il en restera pour les générations ultérieures. Je vous montre encore quelques ouvrages qui pourraient être utiles pour votre compréhension de l'empirisme. Tout d'abord,
Condillac, le traité des sensations, que je n'ai pas traité, et je l'ai expliqué dans l'introduction parce qu'il est français, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais enfin bon, il fallait me limiter quand même, vu le temps dont je disposais. Ici, bah, j'utilise la petite collection des classiques Larousse, il ne s'agit que d'extraits, je sais bien, mais enfin bon. Alors, il y a quelques histoires de la philosophie. Dans l'histoire de la philosophie, tome 2, volume 2, paru d'abord dans la Pléiade et réédité en folio essai, vous avez un chapitre qui porte justement sur l'empirisme. Le tome 2 de l'histoire de la pensée de Jean-Louis Dumas chez Talandier porte sur la Renaissance et le siècle des Lumières. Quand il est indiqué la Renaissance et le siècle des Lumières, Descartes n'est pas oublié, ni Spinoza ni Leibniz ne craignaient rien. Mais ce sont des ouvrages très accessibles, c'est pour ça que je vous les montre. Oui, il y a aussi le petit que sais-je ancien qui peut servir, ben, il y en a eu d'autres depuis lors, hein, c'est à titre d'exemple que je vous les montre. Le petit que sais-je sur la philosophie anglaise et américaine de Serge Hutin. Voilà, alors là c'est plus difficile, hein, de Ernst Cassirer, grand philosophe du XXe siècle, allemand. La philosophie des Lumières, pas cher non plus, ce sont toujours des petits ouvrages très bon marché que je vous montre, publiés aux Presse Pocket. Et là, bien sûr, il y a un chapitre sur notre sujet. Alors, pour ceux qui connaissent les langues étrangères, il ne faudrait pas oublier aussi que les auteurs dont je vous ai parlé n'étaient pas seulement des philosophes. Si vous prenez le cas de Hume, à son époque, il fut certainement plus connu comme historien, parce qu'il écrit une histoire d'Angleterre en anglais, que pour ses œuvres philosophiques. Je vous montre ici un ouvrage publié en allemand, que j'ai dans ma bibliothèque, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de l'historiographie, donc l'histoire de l'histoire, c'est un peu ma spécialité. Et donc, je vous montre l'ouvrage de Ulrich Voigt, David Hume, et le problème de l'histoire, publié à Berlin. Donc, David Hume und das Problem der Geschichte. Et alors, un ouvrage en italien sur Condillac, historien, cette fois-ci. Condillac, historien. Un ouvrage de Luciano Guerchi, Condillac Storico, alors je le traduis tout de suite. Donc, Histoire et politique dans le cours d'études pour l'instruction du prince de Parme, publié chez Riccardi à Naples en 1978. J'ai dit